Être commissaire-priseur, c'est être chasseur de trésors. On tamise, on tamise, on tamise, et puis on trouve l'objet qui fait frémir, l'objet qui fait vibrer. On espère toujours trouver cette œuvre d'art incroyable qui dort depuis des décennies, voire des siècles. Très souvent, l'objet le plus merveilleux sort de nulle part. Waouh! C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. On ne sait jamais à quoi s'attendre et on a toujours des histoires rocambolesques. Je ne pensais pas être dans le ventre d'un apatosaure un jour. Et là, on se dit dans quoi j'ai mis les pieds. C'est incroyable. Incroyable. Une pièce de notre patrimoine. Et c'est pour ça qu'on vibre pour ce métier. C'est la ceinture dite gothique de l'impératrice Marie-Louise. On se sent extrêmement privilégié là, oui, c'est Noël avant Noël. 9000 au centre de la salle. Dans une vente, il faut être à la fois chef d'orchestre, il faut être toréador. 300 000! C'est une expérience que je ne peux revivre nulle part ailleurs. 7001 fois! On aime par-dessus tout quand notre marteau reste levé le plus longtemps possible. Et là, je donnerais ma place pour rien au monde. Dans la cour du château de Dampierre, dans les Yvelines, c'est une créature étrangement anachronique qui trône en majesté. Impressionnant, impressionnant. 21 mètres, le molosse. Le molosse en question est un apatosaure, un lointain cousin du diplodocus, découvert aux États-Unis en 2018. Dans quelques mois, cette pièce unique au monde sera vendue aux enchères. Et là, on voit bien que c'est un herbivore, il n'a pas la mâchoire. Sous la houlette d'Olivier Collin du Bocage et Florent Barbarossa. Regarde la photo, là. Regarde ce que ça donne. La merveille de ce métier-là, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver le lendemain. Là, Florent m'appelle un jour en me disant j'ai fait une merveilleuse rencontre, un ami de toujours qui me dit j'ai un dinosaure, ça va être le plus grand du monde. C'est évidemment un coup de fil qui change une journée, qui change une année, qui change une carrière. C'est la première fois que je vends un dinosaure. Et là, on se dit dans quoi j'ai mis les pieds. Et en même temps, c'est assez extraordinaire. Tout petit, j'ai été passionné par les dinosaures et j'aurais voulu être paléontologue. Mais mes compétences en sciences étant tout à fait exécrables, j'ai bifurqué. Donc de pouvoir revenir par un chemin détourné à cette première passion, ah oui, c'est complètement magique. C'est dingo. Un rêve qui dépasse leurs espoirs les plus fous. Je ne pensais pas être dans le ventre d'un apatosaure un jour. D'après Éric Nickler, l'expert en paléontologie qui l'a ausculté, jamais un tel spécimen n'avait été découvert. Les particularités du squelette, donc il y a entre autres une pathologie qui est incroyable, qui n'a jamais été vue sur un sauropode, à ce point-là du moins. Là, voilà. Il y a d'abord cette drôle d'excroissance qui serait due à la morsure d'un prédateur. Il en a réchappé, il a réussi à se défendre, parce qu'il a quand même les moyens de se défendre. Mais le squelette est aussi exceptionnel car il a été découvert complet à 75%. Des fois, on trouve 3 os, puis c'est terminé. Vous pouvez fouiller à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres autour, il n'y a rien d'autre. Donc là, quand on trouvait un os, il y avait un autre os à côté, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à faire les 20 mètres. C'est un investisseur français qui a financé les fouilles et qui veut aujourd'hui vendre le squelette aux enchères. Mais pour trouver acquéreur, la bête, estimée entre 3 et 5 millions d'euros, doit commencer par faire parler d'elle. Ça se passe bien, vous êtes super nombreux, là on se rend compte de l'ampleur de l'événement. Le dinosaure est donc exposé en plein air pour quelques heures seulement, devant des journalistes des grands médias conviés pour l'occasion. On mettrait un prix minimum ou ça se passe comment concrètement ? On va commencer, oui, à un prix raisonnable en fonction du marché. Il n'est pas question que ça ne soit pas vendu. C'est un dinosaure qui est à vendre. C'est un rêve pour tout le monde.
Ok. Il faut en faire parler et on ne sait jamais d'où le coup va partir. Vous pouvez avoir le gamin d'un milliardaire chinois qui va venir voir cet été l'apatosaure et puis qui va dire Papa, I want an apatosaure. C'est comme ça que ça marche. Il a un intérêt scientifique. Et puis il ne faut pas, dans une vente aux enchères, il ne faut pas trouver un acheteur idéal. Il faut en trouver au minimum 2. Parce qu'il faut que les enchères montent. Avec ces enchères à plusieurs millions d'euros, Olivier et Florent espèrent bien décrocher le gros lot. Les commissaires-priseurs se rémunèrent en effet en touchant un pourcentage sur le montant total de la vente. Et ils comptent bien sur leurs dinosaures pour battre des records. Vendre un trésor aux enchères, c'est le rêve de tous les commissaires-priseurs. Et c'est en Italie, dans la région de Turin, qu'Elsa se rend aujourd'hui pour essayer d'en découvrir un. C'est un métier plein de surprises, effectivement, plein de découvertes. C'est un peu comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Je m'appelle Elsa Gaudy-Bobo, je suis commissaire-priseur depuis 15 ans et j'officie à Chartres. De Chartres à l'Italie, Elsa est connue dans toute l'Europe pour sa spécialité. Bonjour. Bonjour, je suis Laura. Vous avez fait bonne route? Les ventes de jouets anciens et automates. C'est pas idéal, mais ça va aller. Ça va aller? Je vous en prie. Merci. Et c'est une collection très insolite qu'elle va découvrir. Celle de Laura, comédienne, et de son mari, un homme d'affaires turinois. Lui est un peu accumulateur, comme tous les collectionneurs, je crois. Et alors, on a fait un accord que dans la maison, pas beaucoup de choses, mais les plus belles. Ici, on a une pièce que je l'aime beaucoup, mais comme tous les automates, c'est un peu... comment on dit? J'ai peur. Je ne peux pas les voir le soir. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui effraie un petit peu. Oui. Parce que... Mais est-ce qu'il vit sans que je l'ai remonté? Si vous voulez le lancer? Oui, le lancer. Voilà, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment très, très beau. C'est beau, hein? Ce qui est super, c'est qu'il y a des gestuelles très différentes. Et lui qui change de tête. Coucou. Ce genre de moment, c'est la magie du métier, mais pas que, parce que là, c'est vraiment l'objet en lui-même, tout seul, qui est magique. Il est fait pour émerveiller et ça fonctionne. Enfin, c'est incroyable. J'ai pas besoin d'attendre Noël aux Galeries Lafayette, quoi. C'est là. Donc là, je suis dans mon univers. Donc je regarde, évidemment, avec des yeux d'envie, comment ça fonctionne, est-ce que tous les mouvements sont bien, c'est en bon état général. Je crois que mon mari n'accepterait jamais de les vendre. Puis là, elle me dit non, mais en fait, c'est pas à vendre. Ok. Tant pis. Et la commissaire-priseur n'est pas au bout de ses déconvenues. Et là, il faut lui mettre le chapeau? Oui. Rien à vendre non plus parmi ces centaines de petits jeux d'adresse. Là, j'ai gagné. Ou ces dizaines d'automates. J'ai fait quand même quelques centaines de kilomètres. Tout ce qu'on voit me passionne, m'intéresse, mais je comprends n'est pas à vendre. Et donc, bon, je me dis, je ravale ma frustration en me disant, écoute, non, je suis forcément venue pour quelque chose. Je suis là pour quelque chose. Sois patiente, ça n'est pas encore. Patience. Mais c'est à quelques kilomètres de là, dans un entrepôt, que se cache le butin convoité par Elsa. On ouvre les portes et là, je m'attends pas du tout à ça. Je m'attends pas du tout à ça. Il faut aller ici et regarder à votre gauche. Oh là là! Des centaines de flippers entassés dans tous les sens. C'est une surprise. Sur 2000 mètres carrés. C'est immense, c'est énorme, c'est incroyable.
Et là, je me dis que ça valait le coup d'attendre. Et il y en a combien environ là? 2000, je crois. Le résultat de 50 ans de collectionnite aiguë. Mais alors du coup, ils viennent d'où tous ces flippers? Vieux bars, cafés, restaurants de la région, mais ils sont magnifiques. J'aime beaucoup ça. Le spaceship. Oui, le spaceship. Et c'était le désir d'aller dans d'autres pays, dans d'autres... Voilà, c'est même plus que d'autres pays, c'est d'autres galaxies, là. Chaque flipper, c'est une histoire. C'est un univers différent. Oui, c'est un univers différent. Un trésor très encombrant, devenu au fil des années, pour Laura et son mari, un fardeau. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Après, on vieillisse. Pour exemple, tu n'as pas plus l'énergie ou l'envie de t'occuper de ça. Tout ce qui C'est vrai que c'est très volumineux comme collection, Oui, donc oui. effectivement, c'est de l'entretien, c'est de la place. Oui, on a vu Quand on travaille avec des collectionneurs, à travers cette collection, ils racontent une histoire. Moi, mon travail, c'est de rendre hommage à cette histoire au temps qu'ils ont consacré. Il y a un très grand respect de la collection. Je vais restituer en plusieurs heures ce qu'ont mis une vie à constituer. Donc évidemment, c'est un énorme travail, c'est une grande responsabilité, mais avant tout, c'est un grand honneur. Pour l'instant, Elsa sera chargée de vendre une trentaine de flippers. Mais avant, encore faudra-t-il acheminer ces machines très fragiles, de Turin jusqu'à l'hôtel des ventes de Chartres. Le transport sera pris en charge par le vendeur, mais s'il y a des dégâts, ce sera à Elsa de le dédommager. Être commissaire-priseur, c'est relever sans cesse de nouveaux défis. L'histoire de Milon débute au Trocadéro. C'est le berceau de la maison qui existe depuis 1928. Parce que des tableaux de Lefaux de fleurs, on a dit qu'on n'en mettait pas plus que 3. Je m'appelle Alexandre Milon, je suis commissaire-priseur depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. C'est évidemment avec beaucoup de tendresse et de précaution que je prolonge ce nom. S'il a hérité son étude de son père, Alexandre ne s'est jamais reposé sur ses acquis. Où tu regardes avec le monastère. Ouais, ça serait bien si on essayait de s'en tenir à 50 compte tenu du fait que... Et il se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, s'implanter au Vietnam. Faut faire un choix parce que c'est trop répétitif. Pour y organiser des ventes aux enchères. Le Vietnam et ses œuvres et ses artistes phares a vu une explosion de la cote depuis, allez, je dirais 20 ans, progressivement, et depuis 6-7 ans, une véritable explosion à laquelle on a bien sûr voulu participer. Dans les années 20, le Vietnam fait partie de l'Indochine et est alors surnommé la perle de l'empire colonial. Les Français y créent l'école des beaux-arts de Hanoï, qui verra se succéder des générations de peintres, comme Vu Cao Dam, Mai Tu ou Le Faux. Des artistes formés à la tradition occidentale pour mieux se l'approprier. Et bonjour. C'est toi, c'est toi. Comment ça va? La forme? Ouais, on t'attendait là. Cool. Allez, viens. Ils sont là? Ce matin, c'est justement un tableau d'un de ses grands maîtres qui arrive à l'étude. Tu l'as sous le bras. Joli. La merveille, vous allez voir ça. Voilà. Cache pas une petite émotion quand même. Hein. Ah ben non. L'expert Fabien Robaldo revient du sud de la France, où une famille lui a confié cette toile de Le Faux. Oh! Splendide, non? Ah, c'est magnifique ça. Il est magnifique. Ouais. Estimée 8 à 10 000 euros il y a une quinzaine d'années, cette jeune fille au perroquet vaut aujourd'hui bien plus cher. C'est vrai qu'il est superbe en fait, hein. C'est un truc... On a mis volontairement large dans les 2 à 300 000, donc, ce qui veut dire avec une mise à prix à 200. Ces prix sont portés par l'enthousiasme du marché au Vietnam.
Tu verras que la vente, elle sera en dong et en euros. Hein. Où une classe sociale aisée a émergé et tente aujourd'hui d'acquérir ces œuvres magistrales, entrant ainsi en concurrence avec les collectionneurs occidentaux. Alors, la vente en duplex a lieu entre Paris et Hanoï. Et il faut qu'on arrive à mettre tout ça en musique pour qu'on réussisse à convaincre et les collectionneurs sur place et les collectionneurs qui seront aussi à Paris en même temps en train d'enchérir. Donc c'est là que cette vente, elle nous réjouit autant qu'elle nous fait peur parce que c'est le moment clé de notre vraie ouverture vers ce pays. C'est un moment assez incroyable. Un saut dans l'inconnu pour Alexandre, qui aura lieu dans 3 semaines à Hanoï. Dans l'orangerie du château de Dampierre, dans les Yvelines. Il est où l'énorme pièce là, la pièce, ça crame là-bas, sur son support. Olivier a bien du mal à reconnaître son dinosaure. Mais ça, c'est le... Ça, c'est le pubis. Et ça, c'est le pubis, ouais. L'apatosaure a perdu de sa superbe. Ses 300 os gisent éparpillés sur le sol. Là, il est en pièces détachées. On va tout remonter sur la structure aujourd'hui. C'est comme un puzzle en 3D, en fait. Ouais, complètement. Un grand puzzle. Là, tout ça a l'air d'une logique absolue. C'est toujours impressionnant. Une logique indéchiffrable aux yeux d'Olivier. Le seul à la connaître, c'est Nicolas Tourment, le préparateur en paléontologie qui a entièrement restauré le squelette et qui va devoir le remonter dans cette pièce, à l'abri des intempéries. Voilà, comme ça. Et là, c'est bon. C'est toujours un petit moment de stress de remonter parce qu'on a peur d'abîmer les pièces. Et, là, maintenant, monte. Soulève. Mais c'est tellement précieux qu'on prend le maximum de précautions. Là, on voit qu'on travaille au millimètre. Chaque os a son mode d'emploi qu'une fois, il va falloir aller vers la droite, basculer vers la gauche et remettre. C'est un vrai Rubik's Cube. Et incroyable, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Je suis stupéfait et ça me terrifie. Un casse-tête d'autant plus complexe que les pièces vont de quelques grammes à des ossements beaucoup plus imposants. C'est des haltères. Faut que les griffes soient bien ajustées, hein, parce que celui-là, il bascule. Jamais d'accident de travail. Pas encore. Personne n'a été assommé par un fémur de dinosaure. Non. Une centaine de kilos pour ce fémur. Là, ça va être un peu plus chaud. Et plus de 200 pour le sacrum. On voit que l'os principal, qui est le plus lourd, comme par hasard, doit montrer à 4 mètres de haut, et on n'a que 3,70 mètres. Il n'y a pas vraiment de plan B. Bon, il faut absolument que ça marche. 200 kilos et 145 millions d'années. Tout ça se balance tranquillement. Bon, ça a l'air d'être maîtrisé. Au total, il faudra une journée entière de travail pour venir à bout de ce mécano géant. Avant l'exposition pour le grand public, où quelques milliardaires pourraient bien se glisser parmi les curieux. Dans la banlieue de Chartres, c'est dans cet entrepôt que vient d'arriver une partie de l'imposante collection qu'Elsa sera bientôt chargée de vendre. Oh, ça va jusque là-bas ? Une trentaine de flippers et quelques autres jeux de bistrot. Et là, du coup, il y a 2 camions qui font les navettes. Objectif du jour, rapatrier les flippers à l'hôtel des ventes. Ça, il faut. Ça, il faut. Donc celle-là, la 19, je vérifie, mais à mon avis, ouais, vous prenez. Pour Elsa, c'est avant tout un défi logistique qui s'annonce. Et nous, on a 2 personnes qui vous attendent là-bas aussi. Donc là, on est mardi. On a donc aujourd'hui, mercredi et jeudi matin pour que tout soit dépalettisé et remonté. Ça va être un casse-tête.
c'est parti. Au centre-ville de Chartres, c'est dans ce lieu hors du temps qu'est installé l'Hôtel des Ventes. Une ancienne chapelle datant du XVe siècle, où l'heure n'est cependant pas au recueillement. Donc là, t'as le flipper 50, 55, 47 et 60. Faut qu'on laisse ça dessus. Elsa a mobilisé toutes ses troupes pour déballer et remonter les flippers. Ah oh, c'est pas serré ça. Sous la houlette de Christophe, un ami bricoleur. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve tout ce qu'on a dans les vieux flippers, c'est-à-dire les sonneries, les cloches. À chaque fois qu'on marque des points. On vérifie l'état de la glace, qui est en bon état. Il faut tout vérifier. Après, ça a été très bien emballé, donc il y a beaucoup de chances pour que ce soit en bon état. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'un accident. Les flippers semblent tous être arrivés indemnes. Mais encore faudra-t-il réussir à faire fonctionner ces modèles antiques. Donc ça, c'est tout ce qui est branchement électromagnétique. Oui. Mais toi, tu comprends quelque chose, là? Absolument rien, sauf qu'il faut brancher. Et on a nos branchements. Et certains se montrent plutôt récalcitrants. J'ai rien. Je n'ai rien. Est-ce que j'aurais oublié de brancher un truc? Puis alors là, pour le coup, moi, je suis un peu une truffe. Hein. Je peux pas t'aider, là. Bon, eh ben on va redémonter notre capot, on va aller voir un peu. Le monnayeur, ça passe là. Bon, après, moi, je suis pas très calée en électromagnétique, donc je ne me rends pas compte. Mais il y a toujours une pression. On a évidemment envie de présenter le lot tel qu'on nous l'a envoyé. Enfin, c'est évident. Ouais, mais tu vois, j'ai rien. Donc, petit suspense. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas de vue. Ouais, il a fallu savoir s'il y a pour une sécurité. Ouais. On a un petit souci, c'est que quand on les branche, il n'y a aucun qui démarre. Au bout du fil, le collectionneur italien. Il y a un blocage, il y a une sécurité, il y a quelque chose. Bon, on regarde. Il dit, normalement, ces flippers-là, ils ne s'allument que quand on met un crédit. Donc il faudra mettre une pièce dedans pour enclencher le mécanisme. Et voilà! Il suffit de téléphoner au bon Dieu. T'as mis de la monnaie? Non, j'ai appuyé sur le bouton. Deux, peut-être. Vas-y. Joue. Bah, finalement, tout fonctionne. Donc vient la deuxième étape, ça va être la vente. Et là, c'est une inconnue. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir du monde? Est-ce que les estimations vont marcher? Est-ce que ça va être un flop? On va pas tarder à le savoir. J'ai une dernière bulle. Ouais. À 9000 km de là, c'est dans la capitale du Vietnam, Hanoï, qu'Alexandre vient d'arriver. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'à cette heure-là, Paris dort. Donc moi, je suis tranquille. C'est toi qui t'es harcelé au téléphone, mon pauvre vieux. Oui, c'est ça. S'il jouit d'une certaine notoriété en France, le commissaire-priseur est encore un parfait inconnu ici. Il doit donc développer son réseau. La mission du jour, rencontrer certains des plus grands collectionneurs d'art du Vietnam. Au sommet de ce gratte-ciel vit Monsieur Wu. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous rencontrer. Le commissaire-priseur veut absolument convaincre cet amateur d'art, un banquier fortuné, de venir à sa vente. Oh, très joli. C'était la première chose que je voulais faire en arrivant de l'aéroport. Venir vous voir et vous donner l'invitation en main propre. Le domicile de Monsieur Wu est un incroyable musée privé. Sur les murs, des dizaines d'œuvres d'artistes vietnamiens, du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Ici, on voudrait exposer un nouvel artiste tous les 6 mois. Derrière cette porte sécurisée sont gardées les toiles les plus précieuses, dont certaines qui racontent l'histoire de ce pays, marqué par la guerre. Cet artiste est très connu. Il a été envoyé dans le Sud pendant la guerre avec les Américains, durant la période de 1966 à 1973. Et ce sont uniquement des aquarelles sur papier de format très réduit, parce qu'il les mettait dans son sac à dos. Il ne pouvait pas voyager avec des choses encombrantes à cause de la guerre. Ces œuvres comptent beaucoup pour vous? Oui, ça me touche beaucoup. Pour gagner du temps, c'est en scooter qu'Alexandre poursuit sa tournée promotionnelle, qui le mène parfois dans des endroits improbables. Ici, son premier dada, c'est assez extraordinaire. Ça se passe tout dans un ascenseur, avec une carte. Au-dessus de sa boutique de montres se cache l'appartement de Monsieur Maille. Ah, le voilà. Comment allez-vous? Un grand amateur d'art, aujourd'hui accompagné d'une amie tout aussi connaisseuse. Alexandre, ciao. C'est le plus grand collectionneur de tableaux au Vietnam. Et vous avez déjà le catalogue? You have the catalogue already, no? Okay. Et là, je crois qu'on est dans des niveaux les plus élevés qui soient en termes de collection d'art vietnamien. Le commissaire-priseur a réussi à convaincre le collectionneur de lui confier une dizaine de toiles à la vente. Mais il escompte aussi que Monsieur Maille lui achètera de nouvelles œuvres en retour. Un échange de bons procédés qu'il espère bien sceller aujourd'hui. Alors, tcham, c'est une belle parole. Malgré l'ambiance chaleureuse, rien ne garantit que les riches collectionneurs se déplaceront pour la vente et feront flamber les enchères. Mais dis-lui que si on peut compter sur sa présence samedi, ce sera notre porte-bonheur. Tout se jouera dans 2 jours. Être commissaire-priseur, c'est aussi souvent faire 1000 métiers à la fois. Au château de Dampierre, les journées du patrimoine viennent de commencer. Et tandis que les premiers visiteurs arrivent... On va essayer de mettre la fougère? Olivier, lui, a provisoirement enfilé la casquette de chef décorateur. Aujourd'hui, là, voilà, je suis botaniste, installateur, metteur en scène. C'est ça qui est amusant. Il faut essayer d'évoquer l'environnement naturel de notre apatosaure. Vous voyez, là, derrière moi, vous avez cette fougère arborescente qui vient d'Australie. C'est ce qu'il mangeait. Et puis, à l'inverse, il y a quelques palmiers, cactus, qui n'ont rien à voir. Mais c'est ce que le public attend quand on voit Jurassic Park, on est dans une espèce de jungle, ce qui n'est pas forcément tout à fait historique. Voilà. Et je te mets un petit peu de Jurassic comme ça. C'est un peu en mode débrouille, là. Non, je vous perdais pas, c'est tout à fait organisé et très, très pensé. Je suis un plan que je suis le seul à connaître, mais il y a un plan. Et malgré ce décor légèrement approximatif, le dinosaure, baptisé Vulcain, semble faire grande impression sur les curieux. T'as vu la taille de sa botte? À côté de nos pieds, c'est tout petit. Et ça. Et eux, ils font tout ça. T'as peur de quoi? Il va pas te manger, regarde, il est mort, le dinosaure. Alors, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Partager, c'est le sel du métier, mais c'en est aussi l'un des fondamentaux. Touche. Attention, hein, avec les 2 mains. Là, tu touches un vrai dinosaure. Un commissaire-priseur, il doit aimer la matière qu'il vend. Il doit faire passer, il doit faire envie. Il faut aimer les gens, il faut aimer les objets, et le cocktail marche à ce moment-là. Vous pouvez pousser une voiture, comme ça. Mais le cocktail a un goût un peu amer pour certains scientifiques. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer. Ah ben... je dois vous appeler maître, monsieur le conservateur, Pascal. Bon. Super, ouais, superbe. Hein. Pascal Godefroy est paléontologue au Muséum d'histoire naturelle de Bruxelles. Il a assisté à la découverte du dinosaure.
Voilà, je l'ai vu gisant sur le sol, voilà. Et puis on l'a ressuscité. Oui, voilà. Et il considère que Vulcain ne devrait pas être vendu aux enchères par Olivier et Florent pour finir sa vie entre les mains d'un millionnaire. Dans un monde idéal, pour le petit paléontologue que je suis, ce genre de bestiole devrait atterrir dans une institution publique. Mais bon, c'est pas le cas. On va rester pragmatique. Donc ce que j'espère, c'est vraiment des collaborations entre institutions publiques et collectionneurs privés. Alors il y a toujours eu un conflit entre le public et le privé pour la possession des objets d'art et particulièrement d'objets aussi universaux qu'un dinosaure qui est bien avant l'humanité. Mais en même temps, qui finance les recherches, la restauration, les fouilles même? C'est le privé qui est aujourd'hui plus riche que le public. Si les investisseurs qui nous ont confié le dinosaure n'avaient pas mis l'argent sur la table, le Vulcain serait encore sûrement sous terre et personne n'aurait pu le voir. Et justement, ce jour-là, 2 clients très discrets sont venus prendre quelques renseignements auprès de l'expert, Éric Mickler. C'est le plus gros spécimen jamais présenté au monde dans le plan public. Et il est très grand et très complet. Un homme d'affaires scandinave et son associé, tandis qu'Olivier accueille un 3e amateur qui, lui, est français. Il vous fait quel effet, vous qui êtes assez collectionneur? Vous comprenez que c'est une envie. Ah ouais, ça bouillonne. Ça bouillonne. Vous pourriez vous laisser tenter par ce dinosaure? Oui, complètement. Je parcours le monde pour les acheter. Voilà. Voilà, c'est une passion que il y en a qui achètent des tableaux, d'autres. Voilà. Comme ça, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est ce qu'on dit, non? Voilà. Vous en avez combien? En ce moment, je crois que j'en ai 20. Voilà. 3 acheteurs potentiels. Pour Olivier, c'est presque inespéré. Ils sont tous arrivés en même temps. Donc il faut les séparer les combattants, même s'ils se connaissent, donc tout le monde s'est repéré. Le monde du dinosaure est petit, donc pour le moment, tous les indicatifs sont au vert, sauf mon palpitant qui palpite. Voilà. Le dinosaure déchaînera-t-il les passions, comme les 2 commissaires-priseurs l'espèrent? Réponse dans quelques semaines. À Chartres, c'est aujourd'hui qu'a lieu la vente des 30 flippers du collectionneur italien. Elsa espère bien attirer de nombreux amateurs. Et effectivement... Donc là, c'est plus récent. Ces gros jouets semblent susciter un certain intérêt. Ça confirme. Ça, c'était quand même des choses mythiques maintenant. À la sortie du lycée, par exemple, hein, on allait faire un petit flipper. C'était 20 centimes hein, à l'époque. 20 centimes. C'était raisonnable. Avec 1 franc, hein, on faisait 5 parties, ça allait. Puis on en gagnait, bien sûr. Ça vous rappelle des souvenirs, monsieur? Ah oui, bien sûr. En fait, je vais vous dire, je suis collectionneur, j'en ai une centaine. Pourquoi pas un 101e aujourd'hui? Ah, on verra. J'en ai beaucoup moins que ça, moi j'ai une trentaine. Oui, vous êtes quand même des clients sérieux, quoi. On est des clients. C'est super sympa, c'est très convivial. Mettez n'importe quel flipper, quel que soit le modèle, dans une salle. Vous faites un repas entre amis, en famille, avec des enfants, bas âge, pas bas âge, peu importe. La première chose qui va être allumée, c'est le flipper. Ça marche à tous les coups, quelle que soit la génération. Mais par contre, d'en avoir 30, ça devient peut-être un peu n'importe quoi. C'est maladif. Et parmi les collectionneurs ou les nostalgiques, de simples curieux. On a vu la lumière, on est rentré. C'est tout. Vous pourriez vous laisser tenter? Je crois qu'on est bien parti. C'est la fête des mères aujourd'hui, donc j'étais en... Voilà. Ah, c'est un cadeau de fête des mères, alors. Apparemment. Non, ce serait pas un beau cadeau? Oui, oui. C'est ce dont vous rêviez? C'est peut-être plus son rêve. Elsa, elle, rêve surtout de faire décoller les enchères
mais sans garantie aucune. Le risque, c'est qu'on ait fait tout ce travail pour rien. Ça pourrait coûter cher au vendeur déjà, parce que c'est lui qui s'est chargé du transport aller d'Italie vers la France. Et donc ça, c'est pas rien, parce qu'on parle quand même d'une 30aine de pièces de flipper, donc on parle d'un semi-remorque. Mais c'est aussi un risque pour l'étude, pour le temps que moi j'ai pris sur mon équipe et les investissements en publicité, en catalogue. Si je rate la marche à ce moment-là, je peux payer le prix. C'est clairement pas le plan. Le verdict est imminent. À Chartres, la vente de flippers va commencer. Et dès l'ouverture de la salle, les premiers signaux sont encourageants. Les amateurs semblent s'être déplacés en nombre. Je vous remercie d'être très nombreux aujourd'hui en salle. Donc, la plupart des flippers datent de la fin des années 40 jusqu'au début des années 70. Nous commençons les enchères à 1 200 € pour Mystery Score. Superbe ça. 1 200 € et j'ai preneur dans la salle. À 1 200, c'est devant moi. 1 200 €, c'est ici. Trop cher. 1 300. Et 1 300. 1 400 €, c'est ici. Je vais adjuger à 1 400. Bien vu à 1 400. 1 500. 1 500. 1 600. 1 700. 1 700. On lui laisse. Ben oui. La courtoisie fait vivre. Et là, je passe le premier flipper, le deuxième, et ça se passe bien. 1 600 dans la salle. 1 600 €, c'est en salle. Ça part comme des petits pains. Je distribue les flippers à la salle et je cueille les enchères avec eux et voilà. 1 000 €, c'est ici. Je vais adjuger à 1 000 € bien vu. 1 100. 1 200. 1 300. 1 600. 1 600, c'est là, pas là. Adjugé, bravo. Vous pouvez le féliciter. Vous aviez envie d'en avoir un absolument, parce qu'on vous a vu enchérir sur plusieurs. Oui, bah, ce qui me plaisait, bon, il y en avait de mon année, 65, voilà. Ça, celui-là est 66. Ça. Vous étiez prêt à aller jusqu'à combien? Ouais, pas plus. Non, pas plus. On doit les ramener jusqu'en Suisse. Non. On doit revenir, on n'a pas la place. Content. Oui, oui. 1800. Étonnamment, certains collectionneurs se contentent de jouer les spectateurs, mais pas la famille entrée par hasard. Le 686, ce flipper clown Gottlieb de 1962. Nous commençons les enchères à 1 200 €. C'est pris à 1 200. 1 200, 1 300, 1 400. 1 400 €, c'est là. J'adjuge à 1 400, 1 500. On lui laisse? C'est gentil, ça. Ça, je pense que les enfants vont être très contents. C'est à 1 500 € et c'est là. Bravo, adjugé 1 500. Premier achat, numéro 21. Vous êtes contente de votre cadeau de fête des mères? Oui, très contente. C'est moi qui l'ai choisi, en fait. Et vous savez où vous allez le mettre? On n'a aucune idée. Aucune idée, on verra. On va du salon pour l'instant et puis on verra. 1 400 €. Bien vu à 1 400. Pour Elsa aussi, la vente est un succès. Donc, mesdames et messieurs, merci pour vos enchères. En quelques heures, tous les flippers se sont écoulés, pour un montant total de 62 000 €. Le succès de la vente, en fait, laisse penser... j'avais des textos en direct avec le vendeur, laisse penser qu'on aura la chance de disperser une autre partie de sa collection. Donc, j'en suis ravie. On recommence tout en décembre. Mais d'ici là, Elsa va se voir confier à la vente une autre collection d'objets bien plus précieux et plus rares. À Hanoï, Alexandre aussi a sorti le grand jeu. Dans l'un des plus beaux hôtels de la capitale, il a réservé un salon privé pour accueillir une quarantaine de tableaux. La plupart arrivent de France et ils ont voyagé sous haute sécurité.
Le Pho, Vu Cao Dam, les plus grands maîtres vietnamiens sont représentés pour cette vente exceptionnelle. Alors, tout est sous contrôle de votre côté? Oui. À 24 heures du premier coup de marteau, le commissaire-priseur a réuni les conditions idéales pour que ce soit un succès. Là, le salon me paraît être d'abord taille parfaite. Les différentes installations qu'on a fait fabriquer spécialement. Et en fait, on rêverait d'avoir ça tout le temps en France. Hein. Sinon, après, t'es bloqué. Mais dans le monde des enchères, rien n'est jamais joué d'avance. Les risques dans une vente aux enchères en général sont énormes. Alors là, on a démultiplié le risque, puisqu'on a donc tout dépensé et on ne sait pas ce qui va se passer. On est dépendant d'une conjoncture économique, on est dépendant du fait que le taxi arrive en retard, on est dépendant de tout et on a tout dépensé avant. Voilà. C'est ce qui est formidable dans ce métier, parce que quand ça réussit au final, on se dit que les planètes s'alignent et qu'on est un peu béni des dieux. Alexandre a déjà déboursé 150 000 € pour organiser cette vente. Un investissement qu'il espère bien rentabiliser grâce au pourcentage qu'il touchera sur toutes les œuvres vendues. Seulement voilà, tous les mandats de vente ne sont pas encore signés et il pourrait bien devoir retirer certains lots. En milliards. Des milliards de dongs. Ouais. On a un petit enjeu encore en termes de signature. Il faut qu'on arrive à faire signer notre client qui vend quand même pas moins de 10 tableaux demain. Signature alors qu'on est à 24 heures de la vente. Hein, donc ça... On a un métier merveilleux, mais quand même un petit peu soumis à quelques stress. Et le stress, là, il monte. Et il va monter encore d'un cran, car le dispositif technique est défaillant. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Parce que si on commence à faire les enchères à l'envers, ça va pas être bon. Hein. Ça va bon. La vente doit avoir lieu en duplex. Tu mets Paris à condition que ce soit une belle image, voilà. Voilà, c'est tout. Entre Hanoï et Paris. Je vois que techniquement, les choses sont pas au point. Là, à la place de Joseph, c'est moi, Caro, ici. Que le duplex se passe pas comme il faut, que le son n'est pas bon, la lumière, ça va pas. Je veux pas de ça, en fait. La situation est critique et il ne reste que quelques heures pour trouver des solutions. À des années-lumière de toute cette agitation... Bienvenue au village d'art préludien de Chaumont. 24 Paris-Forêt. Waouh! Ça me fait quelque chose de revenir avec toi, papa. Chaque jour est une page blanche pour un commissaire-priseur. On rentre dans des endroits complètement inattendus, fermés, secrets. On se dit, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas. Je m'appelle Aymeric Rouillac, je suis petit-fils de commissaire-priseur, neveu de commissaire-priseur, cousin de commissaire-priseur et fils de commissaire-priseur. Moi-même commissaire-priseur à Vendôme et à Tours depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, pour Philippe et Aymeric, le père et le fils, c'est un voyage dans le temps qui commence. Les chemins sont balisés. Alors je crois qu'il appelait le sentier de la connaissance. Alors le jeu de piste, là, commence. Un jeu de piste sur les traces d'un artiste mort il y a 25 ans. Roger Chaumont. 3 O réunis par une flèche. Le fou est au bout de la flèche, on devrait retrouver un peu plus loin. C'est un parcours initiatique. Hein. Et qui laissa à la postérité ce curieux héritage au cœur de la forêt de Fontainebleau. Et nous voilà arrivant à la frontière. Si ma mémoire est bonne, il y a un gong. Ah, mais il est là. Un marteau nous attend, c'est tout le symbole de notre profession. Et le maître apparaissait. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous allez comme ça? Vous venez voir Chaumont, c'est gentil. Vous n'avez jamais vu? Qu'est-ce qui vous a indiqué que j'existais dans la forêt de Fontainebleau? Oh, ben le journal. Ah, bon, très bien. Entrez, je vous en prie.
savez, vous avez visité une maison de fous, hein. Mais là, aujourd'hui, c'est Chiara Bienvenue. et Roberta qui doivent nous accueillir. Hop là. Vous allez bien? Ça va. Et vous? Très bien. Passé une bonne nuit. Des œuvres faites par le public. Roberta et Chiara, à travers l'association des Amis de Chaumont, veillent sur ce patrimoine unique en son genre. C'est ça. Je le connais bien. Ah, c'est majestueux, toujours au milieu des arbres. Quelques bâtisses de briques et de broc, construites au milieu des bois par l'artiste, des années 60 aux années 90. Alors les bâtiments Chaumont ont cette chance, c'est qu'il y a des bouteilles partout et la lumière passe partout, de tous les côtés. La nuit, quand c'est éclairé, c'est comme un rêve, c'est très beau. Waouh! Toujours complètement fou. Très important. Et alors là, ici, je crois que c'est un des endroits que je trouve le plus phénoménal. C'est ce personnage qui apparaît dans le vitrail au fond. Un des vitraux les plus photographiés sur le site, non? Absolument. Voilà, ça c'est fait avec un couvercle de poubelle. Pendant près de 40 ans, Chaumont créa, à partir de matériaux de récupération glanés dans les décharges, des centaines d'œuvres qu'il exposait ici. Un artiste peu coté sur le marché de l'art, et donc longtemps ignoré par les instances culturelles. Dans les années 1960, les gendarmes venaient ici pour demander à Chaumont de détruire ses bâtiments. Lorsqu'il est décédé, sa veuve a demandé l'inscription des bâtiments aux monuments historiques, a proposé de faire une dation de toutes ces œuvres à un musée. Et l'administration française a dit « ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas ». Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cote. On peut dire qu'on était vraiment dans une situation un peu de danger et dans un sentiment de forte précarité. Aujourd'hui, il y a des ouvertures. Et effectivement, tout est plus... disons, l'horizon s'éclaircit. Un horizon plus dégagé, car le site pourrait bien être classé. Alors ça, c'était un chantier de dingue. Mais aussi parce qu'Emeric et son père Philippe ont décidé de faire la promotion de cet artiste. À la demande de ses héritiers, ils ont récupéré plusieurs centaines d'œuvres dans la forêt pour les vendre aux enchères. Ça, c'est fabuleux. Ces portes, c'est un chef-d'œuvre du XXe siècle. Après avoir bâti une entreprise familiale très prospère, les deux commissaires-priseurs ont choisi de faire un pari sur Chaumont. À leurs yeux, un prodige méconnu. Chaumont, c'est un de ces génies protéiformes, comme Picasso, comme il y en a peu, qui sont capables de toucher à plein de domaines et de les réinventer. Et des génies comme ça, il y en a peut-être 5 dans une génération. Et peu importe le risque de faire un flop. Ah oui, c'est une très belle croisade. Vous voyez un commissaire-priseur passer tout le temps de sa vie à vendre la même chose qu'il a vendu il y a 5 ans ou qu'il vendra dans 5 ans. Non! On le fait aussi quand il le faut, mais c'est un challenge. On n'est pas seulement des intermédiaires à juger 100, 200, 300 vendus, 200, 400 vendus. Voilà, sur Internet, vous pouvez faire ça très bien sans bonhomme. À partir du moment où on est un être humain, fait de chair, cœur, âme, esprit, d'os, eh bien, il faut s'engager à fond dans ce qu'on fait. Dans quelques semaines, Emeric et Philippe vont organiser la vente d'une centaine d'œuvres de Chaumont. Mais rien ne leur garantit que l'artiste incompris rencontrera enfin son public. Une vente, c'est souvent une énorme prise de risque. Au château de Dampierre, les grands moyens ont été déployés. Affrété spécialement par le commissaire-priseur, un hélicoptère dépose sur les lieux une poignée de VIP. Voilà, voilà la bête. Je vous laisse quelques minutes peut-être pour vous imprégner des choses. Des émissaires venus de toute l'Europe pour le compte de clients qui souhaitent rester très discrets, mais qui rêvent de s'offrir Vulcain, le dinosaure qu'Olivier et Florent vont mettre aux enchères dans quelques heures, et dont ils font la promotion à grands frais depuis près de 6 mois.
C'est un sacré pari. Toutes les dépenses engagées sont pour ma pomme. Et on ne parle pas de quelques milliers d'euros ou d'une page de la Gazette de Dreux. On parle d'achat d'espace dans le Herald Tribune, le San Francisco Chronicle, aux Philippines. La planche à billets continue à fonctionner. Déjà, plus de 250 000 € dépensés pour le plan média. Les deux commissaires-priseurs sont même allés jusqu'à faire défiler leurs dinosaures devant la Tour Eiffel. Ou du moins à le faire croire, dans une vidéo réalisée à l'aide de l'intelligence artificielle et qui a fait plus de 700 000 vues sur les réseaux sociaux. On a ratissé extrêmement large. En même temps, on a perdu en cours de route des acheteurs qui m'ont dit « Waouh, finalement c'est trop grand, il n'est pas assez grand pour d'autres ». Est-ce qu'on a touché les 20 personnes qui sont capables, a priori, d'acheter un dinosaure, en tout cas qui sont connues pour l'avoir déjà fait? C'est toute la question. C'est stressant, mais ça fait partie du métier. On apprend à gérer le stress. Si vous deviez faire un pronostic? Je ne fais pas de pronostic. Ça porte malheur? Exactement. Un stress d'autant plus grand que la vente va se faire devant la France entière. Tous les grands médias se sont déplacés pour l'occasion. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. C'est la première fois que l'un et l'autre nous vendons un dinosaure. Le plus grand, encore plus. Et nous allons pouvoir commencer notre numéro de duelliste. L'estimation étant de 3 à 5 millions d'euros. Nous allons commencer les enchères, si vous voulez bien. 2 800 000. 2 900 000, parce que vous dites 3 millions. Il n'y a qu'un lot, ça n'est pas une vente qui va crescendo. Donc il faut être tout de suite dans l'action. Et là, il faut que la mayonnaise prenne. Nous sommes à 3 200 000 à côté. Mais les enchères vont avoir du mal à décoller. Y a-t-il quelqu'un en lieu de 3 200 000? Non. On sent qu'il y a que certains acheteurs, y compris au premier rang, qui auraient pu se manifester, ont été out assez vite. À 3 200 000. Le live, voulez-vous 3 300 000 dans la porte, à 3 300 000. Heureusement, on en voit d'autres qui s'animent et qui n'étaient pas prévus. À 3 600 000, par un clignement d'œil. Il suffit d'un clignement d'œil pour dépenser 100 000 euros. Y a-t-il un 4 millions quelque part? Regardez au fond de votre poche, y a-t-il 4 millions? Oui, par un téléphone levé peut-être. Est-ce que le téléphone levé est une enchère? Non. 4 200 000, 4 300 000, 4 400 000. Pardon, monsieur, je ne vous oublie pas. 4 500 000, 600 000, 4 700 000. Le dinosaure a tenu ses promesses. À 4 700 000, vu, à juger 4 700 000. C'est quand même un extrêmement beau résultat. C'est fait, c'est bien, on est dans l'estimation, donc belle vente. Forcément, je suis content. Vulcain a été acheté par un investisseur français qui souhaite rester anonyme, mais qui aurait comme projet de le prêter à un musée. Une nouvelle vie pour le dinosaure et une aventure qui ne fait que commencer pour Olivier. Vous allez réitérer ce genre de vente de dinosaures assez rapidement? C'est une consécration parce que c'est ma plus belle enchère. Maintenant, je peux dire, même pour d'autres projets, regardez ce que je sais faire. On peut vous avoir des millions de vues, on peut vous avoir des salles pleines, on peut vous louer le plus beau château du monde. Ça vous change de catégorie. C'est une vente que j'oublierai pas. Dans le prochain épisode, Alexandre va tutoyer les cimes à sa vente d'art asiatique. 590 000. Ah, 595, 595. Sao 600 000. 600 000. C'est la chorale du silence. Tandis qu'Émeric et Philippe vont faire feu de tout bois pour mettre en valeur les œuvres de Chaumont. La chorale du silence, dans un amphi de 2000 places, ça va en jeter. Attention, ça va décoller. Attention, c'est parti. Nicolas, lui, va surfer sur une tendance en plein boom. On a même reçu tes planchas, là, toi, ça c'est parti. Ah, ça c'est bien, ouais. La vente de produits de grande consommation. Comment rajeunir la clientèle d'une salle des ventes? Eh ben, c'est par des ventes populaires, avec des objets populaires, notamment des biens de consommation courante.
Et Elsa va vivre un rêve éveillé avec une collection de bijoux exceptionnelle. On est chasseurs des trésors. Quand il y a un alignement d'étoiles aussi parfait, c'est très émouvant en fait.